Mesdames, Messieurs, peuple congolais, malgré les souffrances, les humiliations, le terrorisme État qui sévit de notre pays, malgré la condition humaine exécrable, le cadre de vie exécrable, malgré que 90% de la population est dans la merde totale, pour un pays qui pourtant est le 4e pays producteur de pétrole du continent, le 3e de bois. N'oublions pas les mines solides, les services et les dons et autres, donations, aides, surendettement et compagnie. Là, que dalle, rien du tout. Et mais pourquoi? Les Congolais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, ne sont-ils pas capables de s'entendre ensemble, tant au niveau civil que militaire, pour mettre hors d'état de nuire le bourreau Denis Sassou Nguesso? Pourquoi nous ne sommes pas capables? Je pense que la solution vient déjà des vidéos que j'avais déjà parlé des occupations médiocres, que le dictateur encourage la bêtise et la médiocrité. Donc il fabrique les citoyens unidirectionnels. Donc les citoyens qu'il veut. Et vous allez comprendre de manière très pensée, bien pensée par un jeune Camerounais. Je vous dis son intelligence est au-dessus de la moyenne. Ça veut dire qu'il a une intelligence développée. C'est un jeune Camerounais. Il explique la situation camerounaise qui est identique à la nôtre. Elle est aussi identique à celle des Gabonais. Identique à celle que vivent les Aïwaou, les Congolais de la RDC. Identique à celle des Togolais. Identique à tous les régimes politiques de la France-Afrique. Comme si c'est un cahier de charges, ils leur ont donné. Comme s'il y avait une intelligence qu'il leur a livré sur un plateau d'argent, un mode opératoire, et qu'ils appliquent. Et vous allez comprendre comment le jeune Camerounais explique avec une intelligence hors pair et la situation camerounaise qui est identique à la nôtre. Exactement. Et vous allez comprendre. Mesdames, messieurs, suivez cette analyse profonde et après, je vous donnerai aussi mes raisons en ce qui concerne à l'échelle de notre pays. Et voir les solutions pour faire partir le bourreau du Congo qui est Denis Sassou Nguesso. Mesdames, messieurs, écoutez ceci. Et vous allez comprendre pourquoi. Faut qu'on se rende compte qu'au Cameroun, je me suis trompé pendant des années sur mon analyse du Cameroun, sur même la définition du régime, sous quel type de régime on était au Cameroun. À un moment, j'ai cru qu'on était dans une dictature. Après, j'ai cru à un moment qu'on était dans une monarchie. Mais après, on n'est même pas dans du socialisme. C'est même pas de la démocratie. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un régime particulier, ça s'appelle le régime de la conservation du pouvoir. C'est un régime dans lequel tout est mis sur pied pour que rien ne bouge, pour que les mêmes personnes restent aux affaires. C'est un régime... Et là, vous avez pris un président de la République qui lui-même parle de l'inertie. Ben, bien sûr, mais tu sais, l'un des problèmes avec la conservation du pouvoir, c'est l'effet que ça a sur les populations. Pour conserver le pouvoir, il faut zombifier les populations. C'est-à-dire qu'il faut rendre les populations totalement inertes à leur propre souffrance. Il faut rendre les populations impuissantes. Il faut leur démontrer qu'elles ne peuvent rien faire pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça veut dire, je vous prends un truc comme le vote. Il faut démontrer aux populations que voter ne sert à rien. Que même si elles votent, le résultat sera toujours le même. Comme ça, ils n'auront pas voté. Il faut orienter la créativité quand on est dans un contexte de conservation du pouvoir. C'est-à-dire que l'art et la culture ne doivent pas marcher, parce que ce sont des mécanismes de libération des peuples. Alors, et qui peuvent être, à contraire, aussi des mécanismes d'endoctrinement
du peuple. Donc si vous êtes dans la logique de conservation du pouvoir, vous devez utiliser l'art pour endoctriner le peuple. Ça voudrait dire qu'il faut très vite mettre de côté le côté éducation, le côté formation qui existe dans la musique et mettre en avant le côté divertissement et le côté dépravation des mœurs. Et il faut démontrer aux artistes que, ben voilà, si vous faites ce type de musique, vous pouvez être des stars dans votre environnement, mais si vous faites cet autre type de musique, ça n'arrivera jamais. Donc tout d'un coup, vous pouvez faire une chanson qui dit « Pays tue les jeunes », avoir une démarche et tout ça. Vous ne changerez pas que quand vous allez dans une boîte de nuit, il y a au moins 50 chansons qui commencent par, je sais pas moi, Maman Chantal Biya, la mère des orphelins, Paul Biya, le père des orphelins, un ministre, Laurent machin, le cœur du pays, des petites choses comme ça. Et il faut à tout prix orienter la créativité pour que tous les autres artistes qui viennent et qui veulent faire de la musique, sachent quelle direction il faut prendre pour pouvoir s'en sortir dans notre... J'ai décidé de vivre et de supporter les coups, parce qu'il faut bien se rendre compte que vivre en marge d'un processus bien normal, qui veut que tu es une star, quand tu as fait une chanson débile, tu es allé chanter à l'école des gamins là-bas à la présidence, et tu as fait ta photo avec Samuel Eto'o sur Facebook, donc tout d'un coup tu es devenu une star. Quand tu travailles dans ce genre de contexte, il faut très bien que tu te rendes compte que ben voilà, ces genres de choses ne doivent pas te toucher. Ça ne doit pas te frustrer parce que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme quand vous voyez tous ces jeunes dans les bars, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, quand vous voyez tous ces jeunes qui décident qu'ils ne votent pas, ils sont à la place où la gestion et le contexte de conservation de pouvoir veut qu'ils soient. Parce que si les jeunes sortent des bars, si les jeunes s'intéressent à la politique, si les jeunes deviennent intelligents, si on libère la créativité, alors on met un mur sur le mouvement de zombification. Parce que le mouvement de zombification, ceci de particulier, c'est que ça transforme des jeunes en des sourds. Vous pouvez parler, dire, faire tout ce que vous voulez, c'est déjà des zombies. Et après 32 ans, c'est tout à fait normal que tu dises à un jeune: Eh, mon frère, est-ce que tu sais qu'il est quand même important qu'on aille s'inscrire sur une liste électorale et te dire que mon ami, ça va servir à rien. C'est normal que tu croises un jeune dans la rue et tu lui dis: tiens, oh, et si on créait notre propre parti politique, juste pour les emmerder, et qu'il te dit: oh, moi, les histoires de la politique, je veux rien avoir avec ça. C'est très facile que tout le monde dise: ah, je ne veux même pas aller là-bas, parce que c'est les riches qui partent là-bas. Quand vous avez mis les jeunes dans cette situation d'impuissance, d'impossibilité à actionner un quelconque levier eux-mêmes pour pouvoir faire quelque chose de bien de leur vie, alors il y a de fortes chances que vous avez maintenant la population dont vous avez besoin pour pouvoir diriger sans problème. Ah oui, c'est de ça dont je vous parle. Je vous parle de cette capacité à détruire toute forme de prise de conscience. C'est-à-dire que c'est pas comme si les jeunes n'écoutaient pas. Mais ils sont tellement découragés, ils ont tellement été mystifiés, on leur a tellement prouvé leur impuissance et leur incapacité à faire quelque chose pour leur propre développement, qu'à chaque fois, même des concepts qui sont clairs, appliqués dans tous les pays du monde, on va vous dire qu'au Cameroun, ça ne marche pas. Si tu fais une campagne pour dire aux jeunes: inscrivez-vous sur les listes électorales, les jeunes vont te dire: non, on t'a payé pour que tu viennes nous faire voter. Donc quand on a détruit toute forme de cohérence dans l'esprit, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de cohérence. Le Congo manque de cohérence. Alors on vit dans un monde d'incohérence au Cameroun. C'est un peu comme vous pouvez voir une institution comme la CONAC. Dans un contexte de conservation du pouvoir, vous avez la CONAC, mais vous n'aurez jamais un procès en corruption. C'est-à-dire, vous avez des institutions, mais qui ne servent à rien. Vous avez le football, mais vous n'avez que l'équipe nationale. Parce qu'elle a ceci de particulier, c'est qu'elle passionne les gens. Mais le fondamental, tous les Camerounais s'en foutent qu'il n'y ait pas de championnat. Mais si les Lions peuvent gagner une Coupe d'Afrique, il n'y a pas de problème. Le président et son régime de conservation du pouvoir vont capitaliser sur eux. S'il y a un petit chanteur qui a réussi à avoir 10 millions de vues sur YouTube avec un petit tube pornographique, il peut aller chanter
voir le ministre de la Culture, parce que le ministre de la Culture va dire, ah, c'est mon fils, c'est un enfant du Cameroun. Il va te dire, partout où je pars, je représente le Cameroun. Si je pars dans un endroit, je représente le Cameroun. Si je fais ceci, je représente le Cameroun. C'est pour ça que vous voyez tous ces artistes en train de couvrir la tête avec le drapeau à l'aéroport comme des idiots. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils pratiquent leur métier dans un contexte de conservation du pouvoir. On n'a pas un système et une politique culturelle qui permet à un artiste de vivre au Cameroun. Donc tout d'un coup, je ne sais pas. Avant, quand j'avais 28 ans, j'avais des difficultés à me présenter comme un homme politique. Mais c'est ce que je suis. J'essaye pas de dire non. Parce que j'ai fini par me rendre compte qu'on était tous des hommes politiques. Au moins, qu'on faisait tous de la politique, mais il y en a qui choisissaient de la subir et il y en a qui choisissaient de la faire. Et j'en ai eu marre d'être quelqu'un qui l'a subi. Parce que mon niveau intellectuel, ma capacité de compréhension de la société, l'impact que j'ai sur les populations ne me permettent plus de rester dans mon coin, de vivre dans mon petit confort d'une société civile où les gens se mettent plein les poches et vivent sur la misère des autres. Le problème du Cameroun est éminemment et profondément politique. C'est-à-dire, si on n'a pas de football, si on n'a pas de terrain de foot, si on n'a pas de stade, si on n'a pas de championnat et on veut organiser la CAN alors qu'on n'a pas de championnat, c'est parce qu'on a une politique sportive totalement à la rue qui ne suit aucune cohérence. Si on prenait point par point, le Cameroun n'a aucune raison d'organiser une CAN, par exemple. C'est-à-dire, si on voit le développement sociétal, on voit le développement infrastructurel, on voit la place qu'a le football local sur l'échiquier national, on voit l'impact que ça, on n'a pas le droit d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme on est dans un contexte de conservation de pouvoir, on essaye d'expliquer aux Camerounais qu'il suffit juste d'exciter nos passions. C'est-à-dire de rester là et de se dire, ah, enfin, on va organiser la CAN au Cameroun. Mais si on organise la CAN au Cameroun, c'est juste parce que ça obéit à un agenda politique. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à se positionner comme étant un grand pays de football, un pays où les gens vivent du football, un pays où il y a une réelle émulation politique du football, ou un pays qui, économiquement, rapporte quelque chose au football. À quoi le football rapporte? Rien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bravo, Valsero. C'est un artiste. Je pense que le garçon, il va aller loin. Et il faut encourager les intelligences africaines pareilles. Parce que vous voyez, ça glisse d'analyse. Vous voyez, donc c'est déjà ce que je vous disais, que le dictateur encourage la bêtise et la médiocrité. Et pourquoi faire? C'est d'abord pour abriter le Congolais, hein, pour le rendre inutile. C'était un citoyen unidirectionnel. C'est l'individu qu'on veut. C'est-à-dire, ça soit à fabriquer son produit civil qui s'appelle le peuple congolais, tant civil que politique et militaire. C'est des gens, on voit, c'est des hommes, gros, femmes, belles ou moches, ou gros, minces, autres, mais dans les cerveaux, c'est complètement abrité. Ils n'ont plus de conscience. Quelqu'un qui a ni d'âme ni conscience n'est plus rien. Donc, tu ne peux plus défendre tes droits. Tu n'as plus de devoirs devant l'humanité. Donc, tu es esclave. Et c'est des idiots qui ça se rigole avec toutes ces pratiques. Moi, je vous ai dit que dans ce rôle, parce que on est dans un processus de conservation du pouvoir. Mais conserver le pouvoir, pourquoi faire? Parce qu'on leur a attribué, on lui a attribué des rôles et des missions au sommet de la pyramide de France-Afrique et des réseaux francs-maçonniques. Et qui est là pour conserver les intérêts de la France-Afrique, c'est-à-dire de la France au Congo et dans le bassin du Congo. Et non aussi, pour eux, en contrepartie, ils ont des privilèges, ils ont ça, c'est quoi qu'ils sont Dieu, ils sont... Voilà, vous venez de comprendre ça. Et nous ne sommes plus capables de se rendre compte que le monsieur, c'est notre bourreau en fait, comme disait Jean-Paul Sartre. Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Ben oui, nous aussi. Civils, politiques et militaires, je hais ces civils, politiques et militaires. Du nord au sud, de l'est à l'ouest qui aiment leurs bourreaux, Sassou Nguesso. Ils ne seraient pas là. C'est notre bourreau commun.
Mais pourquoi nous ne sommes pas capables? Mais parce que nous étions conditionnés. Nous sommes désormais conditionnés. Encourager la bêtise et la médiocrité autour de 8 occupations médiocres que je vous ai toujours citées. 1. La paresse intellectuelle. Les gens ne réfléchissent plus. Ils ne raisonnent plus. Ils sont plus capables de structurer ni d'organiser et de manager même la contestation contre le régime. Bon. 2. Bon, c'est les églises de réveil. Ça devient des auxiliaires de la manipulation mentale, oui, les auxiliaires de la dictature. Parce que les gens se réveillent le matin, ils pensent aller chez le pasteur, à l'église et autres. Lui-même n'a pas d'éducation et compagnie, donc c'est un enfant autonome, il reçoit des ordres et tous sont péqués à côté, donc il manipule tout le peuple congolais. Et tout le monde est conditionné autour de ces désoccupations. Je vous ai dit que la troisième occupation, c'est le débit d'alcool. L'alcool coule à flot, l'alcoolisme, oui. Quand vous êtes régulièrement bourré et vous avez des problèmes d'accoutumance, c'est-à-dire des dépendances psychiques, donc vous ne pensez qu'aller vous boire et ça diminue les réflexes. On ne réfléchit pas quand on est bourré, quand on est sous. Ça active certaines fonctions qui sont liées à des fonctions primitives ou primaires, c'est-à-dire comme l'agressivité, la violence et compagnie. Il n'y a rien. Bon, c'est l'appareil hygiénique. Oui, regardez les cas de vie, les conditions de vie, mais les gens se disent, mais comment on peut vivre? On peut aller acheter un produit au marché où il y a des mouches, il y a tout. Mais à côté, c'est un bouillon de culture pathogène. Et nous ne pouvons pas, même au Congo, il n'y a pas des épidémiologistes ou ceux qui ont étudié les maladies infectieuses ou des microbiologistes ou tous ceux qui parlent des problèmes d'hygiène. On ne peut pas alerter même à la télé ou faire une campagne, rien du tout. Et les résultats des courses, oui, les gens meurent comme des mouches. Et les morgues sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. Et où est-ce que ça se trouve? Donc on se retrouve, après l'enterrement, on vient au veillée mortuaire. Et le veillée mortuaire, donc on vient agiter les émotions au lieu de la raison. Donc quand les émotions sont au-dessus de la raison, ça désactive les fonctions cognitives. Et c'est très dangereux, même le quotient intellectuel général du Congolais est très très bas. Vous prenez un enfant de collège ou du lycée ou même école primaire, vous comparez avec d'autres enfants venus par exemple d'autres pays d'Afrique ou même d'Europe, vous faites un truc de tests de QI, de culture générale, de leur niveau, rien du tout, pas grand-chose. On ne construit pas un pays en détruisant la matière grise. Donc, les gens se préparent aux occupations, les veillées mortuaires. On va passer toute la nuit à draguer les femmes, aller se montrer et autres, et on boit du café, de l'alcool, et comme ça. Ça devient des rituels. Voilà. N'oublions pas, surtout, le tribalisme. Oui, le tribalisme est là, le tribalisme politique. Nous avons la tribu-État, l'ethnie-État. Toutes les postes de responsabilité sont mains d'une tribu, des clans, autres, comme si le pays leur appartient. Et personne n'est capable de dire non, ça suffit. On se structure et on prend les responsabilités. Mesdames et messieurs, oui, parmi ces occupations médiocres, il faut bien sûr citer, comme on appelle, oui, ce que je définis comme, oui, ce que je définis comme la barrière de la civilisation. On n'a pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, même de la conscience, de sa situation sociale, être conscient que non, ça ne va pas, c'est pas possible, c'est insupportable, je ne peux plus tolérer ça. Civil ou militaire, j'agis tout seul. Mais pourquoi ils ne sont pas capables? Ils sont plus conscients, c'est pas possible. La crise de civilisation est là déjà aussi. C'est ça. N'oublions pas la sorcellerie. Les rituels sataniques, les sacrifices humains, les gens passent tout un bouillon de culture antisociale et criminogène et qui ont envahi les esprits, et la mémoire, la conscience et autres. Donc on se retrouve un peu tétanisé, on ne peut plus réagir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, nous allons comprendre pourquoi. Parce qu'on parle souvent de l'effet spectateur. Le fait spectateur en neurosciences, c'est que bon, quand vous arrivez dans une situation où vous êtes agressé, si vous êtes seul, si vous avez un seul témoin, il est capable de vous aider. Mais quand vous êtes nombreux, il est sûr et certain que personne ne va dire, ah, qui va prendre la décision, qui va faire, comme ça soit aujourd'hui.
Les gens se disent, ah, c'est la police, et c'est l'armée, est-ce que c'est les civils, est-ce que c'est tout qui va faire? Est-ce que c'est Kolela, est-ce que c'est Boao, est-ce que... Non. Personne ne veut prendre les responsabilités pour dégager Sassou Nguesso. Est-ce que Nyangam est-ce que c'est les partisans de Dabira qui vont prendre les... Est-ce qu'on se demande, donc ça, on appelle ça le fait spectateur. Donc, on va vous expliquer ça et après, je vous laisserai pour passer votre journée avec les réflexions. Vous allez comprendre que nous sommes dans le fait spectateur. Et le jeune monsieur, il se pose la question, est-ce que nous sommes tous pareils ou tous des lâches ou pour non-assistance à personne en danger? Pourquoi nous ne sommes pas capables de venir au secours de nos prisonniers politiques et du peuple congolais souffrant? Je parle des militaires, je parle des politiciens, je parle des gens qui ont des responsabilités au niveau civil. Si nous ne pouvons pas nous entendre sur un projet commun au moment où on a un dénominateur commun, un bourreau commun, mais comment nous allons nous entendre après que ce bourreau sera parti? Donc, on va se retrouver dans la même situation d'amalgame, de crise, d'horreur et autres qui a commencé déjà en 1959 jusqu'à nos jours. Ça n'a rien changé. Et regardez la situation à l'échelle des Bantous, c'est-à-dire du bassin du Congo. Donc, la situation du Congo, il ne faut pas la voir seulement à l'échelle endogène, mais il faut voir aussi du côté exogène, c'est-à-dire des pays périphériques, et voir qu'on est dans la même situation, un peu comme si notre politique sociale qui est là. On n'est pas capable, on est des jusseurs, on est des lâches, on est des moutons. Sinon, ça se serait. Mesdames et messieurs, écoutez le fait spectateur pour motiver les militaires et qui sont là parce que Marguerite Mead, il avait pourtant dit, l'anthropologue, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc, ce n'est pas le nombre. C'est seulement 3, 4, 5 militaires et des différents grades qui vont prendre les responsabilités autour des copains, on s'organise. On dit comment on est militaire, on va contrôler Brazzaville, vite fait. Amener le peuple, la population, on cherche seulement les détonateurs. Quand vous allez voir que le monsieur qui est en train de violer cette femme, et il y a 38 témoins, personne ne vient. Alors que la même femme qui pourrait être violée, il y a un seul témoin, et il agit. Donc, le fait spectateur, c'est ça. On attend qui va là. Écoutez, et vous allez comprendre ça. Cette vidéo est instructive pour vous. Écoutez, vous allez comprendre ça parce que c'est très très important pour New York, éduquer le Congo. 13 mars 1964, 3 h du matin. Une jeune femme du nom de Kitty Genovese rentre chez elle. Après avoir laissé sa voiture sur le parking, elle fait la mauvaise rencontre de Winston Moseley. En tentant de fuir, elle se fait poignarder 2 fois dans le dos. Réveillée par ses cris, un voisin intervient du haut de son 7e étage. C'est pas bientôt fini ce bordel! Cela suffit à mettre en fuite l'agresseur. Mais meurtrie, Kitty peine à rejoindre le hall de son immeuble situé de l'autre côté du bâtiment. Ce Personne ne qui laisse le temps vient. à Et toi, Winston de revenir finir le travail. 10 coups de couteau de plus suffiront à la faire taire définitivement. Il la viola et vola tout ce qu'elle avait sur elle. En tout, l'agression aura duré plus d'une demi-heure. Les journaux parleront de 38 témoins. Mais à part le voisin du 7e et un appel à la police à la fin de l'agression, personne n'est intervenu concrètement. Voilà. L'effet spectateur. Ça se passe là, dans le cerveau. Alors pourquoi ces 38 personnes n'ont rien fait? Avaient-elles toutes compris de travers la sagesse bouddhiste qui incite à ne rien entendre, ne rien voir et ne rien dire? Étaient-elles horriblement cruelles ou sadiques? Ou n'étaient-elles que lâches? Et comment on aurait réagi, nous? 38 témoins, 38 lâches. 38 un témoin qui se tait, c'est un salaud. 38, ça devient monsieur tout le monde. Vous imaginez? Bon, récemment, on s'est rendu compte que les journalistes avaient un peu exagéré les faits. Mais ce genre d'événement s'est reproduit suffisamment d'autres fois pour que l'exemple reste pertinent. Oui. Notamment l'année dernière à Lille où une jeune femme s'est fait agresser sexuellement dans le métro sans que personne n'intervienne. Et c'est donc l'histoire de Kitty Genovese qui a piqué la curiosité de 2 chercheurs en psychologie, Darley et Latané. Ils se disaient que la haine publique déchargée contre les témoins n'était peut-être pas si légitime que ça. Et que ce qui avait déterminé leur comportement, ce n'était pas forcément leur personnalité soi-disant déviante, mais plutôt la situation, et notamment le nombre de témoins. Ils ont donc mis en place une série d'expériences pour tester leur hypothèse. Une de leurs études consistait à convier des participants dans une salle pour leur faire remplir un questionnaire. C'était une excuse bidon bien sûr, en fait on voulait voir leur réaction face à de la fumée sortant de la salle d'à côté.
et voir s'ils prévenaient les expérimentateurs. Dans une condition, ils étaient seuls dans la pièce. Mais dans une autre, ils étaient accompagnés de 2 complices qui restaient volontairement passifs. Quand ils étaient seuls, les 3/4 réagissaient en moins de 6 minutes. Mais quand le sujet est avec 2 autres personnes passives, seulement 10% prévient les expérimentateurs. Il semble donc que la présence des autres peut nous empêcher indirectement d'agir. Mais qu'en est-il pour une réelle situation d'appel à l'aide ? Dans une autre étude, des étudiants étaient conviés à avoir une discussion par interphone avec d'autres étudiants. Sauf que les soi-disant autres étudiants n'étaient en fait que des enregistrements. Et l'un d'entre eux simulait à son 2e tour de parole une crise d'épilepsie en appelant à l'aide. Dans une condition, le participant pensait être seul avec la pseudo-victime. Dans une deuxième condition, le participant pensait qu'il y avait également une autre personne, capable aussi d'entendre l'appel à l'aide. Et dans une troisième condition, c'est 4 autres témoins que le participant croyait présents. Quand les participants croyaient être les seuls à pouvoir intervenir, ils le font dans 85% des cas, et en moyenne en 52 secondes. Quand ils pensaient qu'il y avait une autre personne susceptible d'intervenir, ils ne sont plus que 65% à agir, et en 93 secondes en moyenne. Et quand ils pensaient qu'il y avait 4 autres témoins, seuls 31% interviennent, et en moyenne en 166 secondes. Il y a eu d'autres études, d'autres chercheurs, mais toujours la même conclusion. Plus il y a de témoins, moins on intervient. Cet effet, on l'appelle l'effet spectateur. Plus on est seul, ou l'effet du passé. Enfin bref, ça a donné lieu au modèle de Latané et Darley, qui nous dit que pour qu'un individu vienne en aide à une personne en difficulté, il faut qu'il franchisse 5 étapes. 1. Remarquer l'urgence ou le besoin d'aide. Bon, pas besoin de développer, c'est sûr que si on voit pas ou on n'entend pas ce qui se passe, on va pas intervenir. Logique. Mais en 2, déjà, ça se corse. 2. Interpréter la situation comme urgente. C'est pas tout de voir la situation, mais il faut aussi la comprendre. Alors parfois c'est simple, hein. Par exemple si quelqu'un est sur le point de se faire renverser, ou si la victime demande d'elle-même explicitement de l'aide. Mais d'autres fois c'est beaucoup moins simple. On peut par exemple ne pas croire l'appel à l'aide. La fameuse histoire de l'enfant qui criait au loup par exemple. On peut aussi ne pas savoir si c'est un réel conflit ou seulement un jeu entre amis. Bref, quand la situation est ambiguë et qu'on doute, la bonne solution c'est de regarder les autres. Si c'est vraiment urgent, quelqu'un d'autre réagira. Sauf si tout le monde se dit la même chose. Et ils se disent la même chose, et chacun reste passif dans son coin, dans l'attente de la réaction d'un autre. C'est ce qu'on appelle l'ignorance collective. L'ignorance collective, ou comme l'ignorance plurielle. L'ignorance plurielle, devant ou l'ignorance pluraliste. Oui. Enfin bref, c'est encore plus renforcé par le fait qu'on a peur de se tromper, nombreux, d'être ridicule, d'être celui qui panique alors qu'il n'y a rien de grave. Les recherches ont montré qu'un moyen de contrer l'effet, c'est de se parler, et de décider à plusieurs de l'urgence de la situation. Donc souvent on a plus d'intervention quand les témoins se connaissent déjà parce que du coup c'est plus facile de se parler. On n'a passé que 2 étapes et déjà c'est pas simple. 3. Se sentir responsable de l'aide à apporter. Ce qui complique les choses ici c'est la diffusion de responsabilité. Ou la dilution de responsabilité. Bref, c'est le simple fait qu'on se dit que quelqu'un d'autre interviendra bien. Voilà, on attend et que par conséquent ce n'est pas forcément à nous de le faire. Non. Mais encore une fois, vu que tout le monde se dit la même chose... Bon. Mais cet effet ne marche pas quand on se sent personnellement plus responsable ou plus apte à agir que les autres témoins. Donc quand quelqu'un nous a explicitement chargé de cette responsabilité et qu'il nous a demandé de surveiller quelqu'un ou quelque chose. Ou simplement parce qu'on est censé être plus compétent que les autres dans cette situation. Par exemple, un médecin ne va pas se demander si quelqu'un d'autre peut intervenir s'il assiste à un malaise. Un militaire ne peut pas demander si les civils doivent intervenir. Les militaires, il faut agir pour faire participer les autres. Donc si vous avez besoin d'aide, il faut directement pointer quelqu'un ou appeler une compétence précise. Voilà, nous avons les compétences militaires, ils ont les responsabilités de défendre la nation et le peuple. Enfin voilà. Et voilà. Imaginons maintenant qu'on a vu la situation, qu'on s'est dit qu'il y avait besoin d'aide et qu'on se sent responsable pour intervenir. Et bien maintenant, il faut décider d'un moyen pour aider. Cette étape est liée à la précédente parce qu'elle repose en partie sur notre compétence dans le domaine sollicité. Mais elle repose également sur notre expérience. Plus on a déjà aidé dans le passé, plus c'est simple de trouver comment aider maintenant. Et Vous savez qu'en Allemagne, ils enseignent maintenant à l'école primaire, au collège, le fait spectateur. Ça veut dire qu'on laisse les gens à motiver. Parce que quand vous n'êtes pas expérimenté, c'est comme moi j'ai remarqué que parfois dans les situations de bagarre, quelqu'un qui est déjà entraîné, qui sait bien qu'à chaque fois qu'il voit qu'il y a un truc, il réagit, il se bat. Mais il y a d'autres qui ne savent pas, ils encaissent les coups facilement. Donc c'est l'effet spectateur. Donc à un moment donné, il faut activer ces fonctions, cette dissonance cognitive, parce que les gens sont comme un peu tétanisés, bloqués, ils ne peuvent pas. Donc nous devons agiter ces fonctions. Demain, pour l'école, tout le programme d'éducation nationale au Congo va aussi mettre en valeur ces programmes de l'effet spectateur. Et on va montrer aux gens, surtout la situation avec les lois, de non-assistance à personne en danger. Donc nous devons agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, écoutez.
Une fois qu'on a trouvé comment aider, faut-il encore décider de passer à l'action. Et que vous aimiez ou pas les maths, à ce moment-là, votre cerveau, lui, en fait. C'est le calcul du passant. Du passant, oui. Oui, le calcul du passant. Juste le calcul du passant. Oui, oui. Qu'est-ce que ça coûte à la victime que je ne l'aide pas? Oui. Elle va souffrir. Elle va souffrir. Qu'est-ce que ça me coûte de l'aider? Ça va me prendre du temps. Je vais être blessé. Si le rapport entre les deux me convient, alors j'aide. Sinon, tant pis pour l'autre. Par exemple, dans une recherche, on a découvert que le fait d'avoir travaillé sur un texte prenant l'aide à son prochain n'avait pas vraiment eu d'influence sur l'aide apportée à une fausse victime. Ce qui en avait eu en revanche, c'est l'empressement des participants. Plus le participant était pressé, moins il aidait. Et on a le même genre de résultat en manipulant la prise de risque d'être ridicule. L'aide n'est donc garantie que si ça ne nous coûte presque rien et que ça apporte beaucoup à l'autre. Mais le passage à l'action est aussi déterminé par notre interprétation émotionnelle. Lorsque la situation est ambiguë, on se fie un petit peu aux réactions de notre corps pour prendre la décision d'agir. Quand on est face à une situation d'urgence, notre cœur s'emballe. Et ça nous fait justement nous rendre compte. Notre corps s'emballe au niveau de la motivation. La motivation est située ici du cortex moteur. Mais il dépend aussi du cerveau, des émotions et de la formation de la mémoire. Et donc ce cerveau qui est quelque part là, le limbique, qui agit sur le système neurovégétatif dans le cœur qui bat, il libère les catécholamines comme la dopamine et la noradrénaline, s'agit sur le corps, ça peut même aller jusqu'au produit final qui s'appelle l'adrénaline. Mesdames, messieurs, écoutez. Compte que c'est une situation d'urgence. Mais quand on fait croire à des participants qu'ils vont avoir le cœur qui s'emballe c'est la à cause noradrénaline d'un médicament qui vient des catécholamines et qu'on les met ensuite face à une situation ambiguë, ils mettent en moyenne 60% de plus de temps à passer à l'action. En conclusion, si nous manquons parfois de courage ou de volonté pour aider les autres, ce n'est pas majoritairement dû à notre personnalité, mais bien à la situation. Plus il y a d'autres témoins, plus il est difficile de prendre conscience que notre aide est importante. Entre l'ignorance collective, la diffusion de responsabilités, notre sentiment d'incompétence, le calcul de ce que ça coûte, il est normal que l'on s'y perde et qu'il soit parfois plus facile de passer notre chemin. Sauf que maintenant vous savez. Vous savez que tout ça ne sont que des biais de raisonnement qui peuvent être dangereux pour les autres. J'espère donc que par cette vidéo, vous avez augmenté votre sentiment de responsabilité et que vous vous sentirez donc responsable d'aider les autres à comprendre ce phénomène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voyez la situation du Congo, c'est pareil. Nous ne savons pas qui va réagir. On dit, ah, est-ce que c'est les sudistes? Est-ce que c'est les nordistes? Et c'est parce que le pouvoir est au nord, soit disant non, la responsabilité au nord. Et parce que les autres disent, mais si les sudistes qui travaillent avec Sassou Nguesso, pour qu'ils ne puissent pas prendre aussi les responsabilités et compagnie. Donc personne n'est responsable de rien. Et à ce moment-là, on est dans l'immobilisme et les statu quo. Et les dictateurs, ça l'arrange. Ils continuent puisque vous êtes divisés. Là, des divisés pour régner. Déjà, ce n'est pas que divisé pour régner. C'est simplement le fait spectateur. C'est-à-dire la dilution de responsabilité. Donc, on devient tous presque des lâches. Oui. À non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire aux prisonniers politiques, au peuple qui souffre et à ce pays qui s'est détruit. Et que le dictateur est en train de détruire, le vendre à la découpe et compagnie. Donc, aucune personne ne peut prendre ses responsabilités. Voilà. Donc, tout ça, ça revient à ce qu'on appelle cet effet spectateur social. Moi, je dirais même pour une autre échelle, civile, politique et militaire. Il s'agit bien sûr d'une dissonance cognitive. Donc, les émotions dépassent la raison. La raison de dire pour ou contre. J'agis ou j'agis pas. Donc on reste sur les émotions. L'émotion quoi? La peur, le remords, le dégoût, la colère, l'agressivité, sans rien faire. Le remords et compagnie. Nous sommes là, c'est bloqué au deuxième cerveau. Ça ne monte pas au niveau du gros cerveau, le cognitif. Si ça monte là-bas, on prend les décisions, on suture, on se suture, on s'organise et on manage la contestation, on met la pensée, les gens regardent, ils cherchent les solutions, civils et militaires, on agit ensemble. Parce que si nous n'arrivons pas à nous entendre maintenant, comment nous allons s'entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? C'est le même problème. C'est le fait spectateur qui vous dit. Si vous êtes dans une situation de violence où vous êtes vu en danger, si vous avez 10 témoins, je vous dis, si vous avez 10 témoins, s'il y a pas un qui décide, tout le monde va dire qu'il va décider. Donc, vous pouvez être agressé gratuitement. Et les autres sont là, ils regardent parce qu'on ne sait pas
et qui va réagir. Mais par contre, parfois, quand il arrive dans une situation où vous êtes agressé, il y a 1 ou 2 témoins, mais il semble que la réaction est rapide. Parce qu'il y a rien qui bouge, ça y est, il y a rien qui s'est décidé. C'est comme la situation des buffles. Vous voyez les buffles, et quand ils sont attaqués par les lions, et voilà, il y a rien qui s'est motivé. Vous voyez, les buffles ils commencent à faire à frotter les pattes arrière comme ça, pompon, c'est pour se motiver. Il y a un qui part et les autres arrivent, ils cherchent. Mais tant que il n'y a pas un qui se motive à partir, les autres sont là, ils sont spectateurs. Mais il me semble que dans l'air chez les buffles, c'est comme une position génétique. Non pas à la lâcheté, mais à la contre-lâcheté. Donc, dès qu'ils sont attaqués, ils agissent. Parfois, il y a la casse du côté des buffles, mais aussi des côtés des félins ou des prédateurs. Mais la situation est inverse en ce qui concerne les guinous. Par exemple, les guinous, quand ils sont attaqués par les félins, comme les lions, mais il n'y a personne qui réagit. Ils sont là, ils sont attaqués, les lions ont attaqué de l'air, et ils sont là, ils regardent. Voilà, ils n'agissent pas. La même situation, on les voit, c'est les moutons, quand ils sont face au loup. Et donc, c'est ça, parfois, c'est prédisposition génétique et autres. Il y a des peuples, on ne se laisse pas faire. C'est comme une proposition génétique. Ce n'est pas que culturel, problème d'éducation, bien sûr. Donc, l'éducation peut parfois activer l'expression de certains gènes liés au courage-attitude. Parce que Mandela l'avait pourtant dit. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais pourquoi les civils et militaires, ils ne peuvent pas vaincre cette peur-là? Et dit que d'ici peu de temps, quelle que soit la situation, je peux être à la place de Sassou Nguesso. Être aussi président de la République comme lui. De quel droit, quel pouvoir suprême, alors qu'il est là en train de détruire tout le monde. Donc c'est pour ce problème de le faire là dans l'éducation là. Mais tous les programmes d'éducation qui seront mis en place, après Sassou Nguesso, c'est un vaste programme de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça, il y aura beaucoup de réformes. Nous avons des modèles qui existent déjà dans les pays scandinaves et aussi la Corée du Sud, qui n'a ni ressources autres, mais est devenue, en moins de 30 ans, est devenue dans le G8. Donc, G10 ou G20. Vous voyez? Donc, c'est l'éducation. Donc, nous devons fabriquer des gens, déjà pas seulement en termes d'éducation, mais aussi ce courage d'oser dire non et d'agir. Parce que l'indignation, c'est l'inaction. La révolte, c'est l'action. Parce que quand on se révolte, ça veut dire qu'on arrache sa liberté. L'obéissance à un ordre établi, même tyrannique, à caractère anti-social et criminogène, comme l'ordre qui sévit au Congo aujourd'hui. Cela veut dire que nous avions renoncé individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à nos droits et devoirs de l'humanité. Donc on devient des esclaves de Sassou Nguesso. Arrêtez de croire que vous êtes encore humain. Le général Mokoko vient de le prouver, qui n'est pas esclave. Il a renoncé aux lois injustes. Parce que s'il suffisait d'obéir aux lois injustes ou d'un pouvoir politique illégitime, est-ce qu'il est sujet d'une tyrannie, comme les Congolais? Connaît-il la liberté? Et encore le but même de la condition humaine et sociale. Et voie existentielle, c'est-à-dire des cas de vie digne, la condition humaine digne, et surtout en tenant compte des conditions aussi écologiques, vous voyez les villes poubelles et compagnie. Donc nous devons individuellement repenser le sens de la mobilisation. Nous ne voulons pas laisser Sassou Nguesso dépasser 2018, mais non. Sassou Nguesso ne doit pas passer 2018 à la tête de ce pays, pouvoir-là, illégalement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous devez mettre hors d'état de nuit Sassou Nguesso par ce fait, déjouer les faits spectateurs et trouver des synergies au niveau civil, politique et militaire. Et c'est vous qui seront au poste de responsabilité de ce pays. Ces militaires, ces civils qui auraient pris le courage de libérer le pays. Pourquoi je tiens seulement à niveau endogène, c'est-à-dire à l'intérieur? Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. C'est pourquoi la responsabilité politique, civile et militaire est déjà au niveau intérieur. Vous avez vu que l'œuf congolais a été brisé de l'extérieur en 1997 et vous avez vu les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Nous ne voulons plus ça.
Donc, le milieu extérieur peut être le détonateur, comme quand on voit l'œuf, c'est la température, c'est tout ça, qui fait que l'œuf, ça sort. Bon, donc, nous sommes de la température extérieure, la diaspora, l'extérieur. Mais l'intérieur doit prendre les responsabilités. Parce que le futur président du Congo ne viendra pas de l'extérieur, il est déjà au pays. Mokoko ou non, il est déjà au pays. Il n'est pas à l'extérieur, non. Le futur président du Congo, que ce soit de la transition, bon, déjà Mokoko, c'est la transition, c'est bon. 5 ans de transition, Mokoko est là. Mais après, il sera toujours à l'intérieur, il ne vient pas à l'extérieur. Donc ceux qui fantasment, qui vont partir de la diaspora, des diasporas pour aller au président, vous rêvez. C'est le président qui sera à l'intérieur. Donc nous, l'enjeu de motiver, donner plus d'informations, même si les médias et les réseaux sociaux, la communication et tout est brouillé, et la censure est totale. Mais ces vidéos parviennent à pénétrer dans les foyers de certains réseaux intérieurs. Donc de livrer cette information que vous êtes capable de prendre vos responsabilités au niveau civil, politique et militaire et d'agir et libérer le pays. Et la République vous sera reconnaissant. Parce que ce que les autres ont fait, ont toujours traité de manière ingrate les défis du Congo. Mais cette fois-ci, c'est terminé. Nous aurons les honneurs de tous ceux qui sont morts depuis Sassou Nguesso 2, 3, qui seront honorés dans le cadre des devoirs de mémoire. Et d'autres avec réparation, réconciliation et moyens. On a les moyens, on a les cerveaux. On pourra tout penser ensemble dans un projet commun. Donc à vous de prendre les responsabilités et libérer le Congo à tout instant. Sassou, c'est fini. Il est au bout du rouleau. Il est permis à varier. Monsieur Ebola, il survit parce qu'il a peur de perdre ses privilèges et surtout le pouvoir d'être allé soit à la CPI ou terminer sa vie comme Samuel Ndo ou Kadhafi ou autre, ou Saddam Hussein et compagnie. Donc vous imaginez, donc il se bat pour sa survie. Donc il a mis les priorités, tous les moyens de l'État qu'à sa survie. La survie de lui-même et peut-être préserver ce pouvoir afin de le léguer comme une vulgaire parcelle de famille à son petit fiston Kiki. Ou à un membre du camp, il va faire des coups d'état de palais. Mais dans tous les cas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On ne veut plus voir aucun Boshi ni membre du clan au pays, au pouvoir pendant encore ces 30, 40, 50 prochaines années. Donc vous prenez les risques pour rien. Donc nous, le but est de s'entendre ensemble et dégager votre régime là. Et après, on pourra voir les circonstances atténuantes après. Arrêtez. Donc vous devez comprendre ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, la victoire s'approche. Ça se voit partir tout instant. Il est fini. Les officiers travaillent. Mais ceux qui sont déjà avancés dans le sens de mettre les gens dans les situations où ils peuvent être accompagnés par l'armée, allez-y. N'attendez plus. Sassou ne doit pas finir 2018. Ça, c'est le mot d'ordre. Pas Sassou Nguesso au 31 décembre 2018 en train de parler des discours. Nous voulons entendre notre président, nouveau président qui parle. Avec les gens tous motivés, avec les intelligents pour réformer le Congo et rendre la situation vivable à tous ces citoyens congolais. Tant au niveau des étudiants qui sont partout dans le monde, qui sont disons abandonnés, la matière grise des Amériques, passant par le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et même au Congo. Et donc tous ont détruit la matière grise. N'oublions pas les fonctionnaires, le système économique, tout est par terre. À cause d'un individu qui se bat pour sa survie. Cela ne va plus durer. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.